19h20, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables, on est ravis de vous accueillir. On va parler intelligence artificielle aujourd'hui, on va parler emploi. Écoutez ce témoignage, c'était Denis ce matin chez Patrick Roger et dans Sud Radio vous explique. Il va y avoir des départs, des licenciements qui devraient s'étaler au cours du premier semestre de l'année prochaine. Il y a une armada technologique qui devrait donc remplacer effectivement l'humain pour trier, sélectionner, hiérarchiser l'information. Les synthèses de presse qui sont faites pour des clients qui sont connus dans le CAC 40. Le coup est dur en soi et je ne doute pas que pour la médecine ou d'autres domaines comme ça, c'est complètement, ou même peut-être pour l'automobile, pour calculer les choses, pour le spatial, on ne dit pas le contraire. Après, là, ce qui se passe, c'est que nous travaillons sur du sens, nous. Et nous travaillons sur du sens, nous. On va parler de cette intelligence artificielle au sommaire de cette émission. Donc face à l'émergente fulgurante de l'intelligence artificielle, le monde du travail se trouve donc à un carrefour décisif, un espoir de nouvelles perspectives et des appréhensions aussi liées à ces changements inédits. Et alors que l'IA promet de créer de nouvelles professions, la disparition potentielle de certaines activités traditionnelles éveille forcément les inquiétudes. Oui, Elisabeth Borne a annoncé le lancement d'une commission d'experts sur l'intelligence artificielle générative pour étudier les opportunités et risques face aux interrogations concernant son impact sur divers secteurs, comme le travail et l'éducation. Le gouvernement souhaite prendre des mesures éclairées. Alors, quels sont donc les véritables défis à relever dans ce bouleversement technologique ? Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut-elle vraiment remplacer le travail humain ? Et où se situe la limite, s'il y en a une ? Et l'intelligence artificielle pourrait-elle contribuer à réduire les inégalités professionnelles, par exemple, ou au contraire les exacerber ? Et comment assurer une transition équitable pour les travailleurs des secteurs les plus susceptibles d'être automatisés ? Y a-t-il des domaines professionnels où l'intelligence artificielle ne devrait pas s'immiscer pour des raisons d'éthique et morale ? On va en parler avec nos invités ce soir, avec Laurent Alexandre qui est avec nous, médecin et essayiste, auteur des livres La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine et La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, les deux publiés chez Jean-Claude Lattès. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alexandre, merci d'être avec nous. Bonsoir. Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de la Sorbonne Université et chercheur au LIPSIS, laboratoire d'informatique de Paris 6. Bonsoir. Bonsoir, et je me permets quand même de dire que je suis aussi essayiste et que mon dernier essai s'intitule Servitude virtuelle, ce qui me semble être exactement la problématique de ce soir. Absolument, et Nathan Bonnet qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous, fondateur de Polymia, la première intelligence artificielle de correction à la prise de parole publique, directeur de l'Observatoire IA et éthique chez Sapiens et gérant de l'incubateur Polycube spécialisé dans les startups de l'IA. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et on va démarrer tout de suite sur cette compréhension finalement de l'intelligence artificielle qui est cruciale dans un monde où on est de plus en plus automatisé. Et je vais m'adresser directement à vous, peut-être Laurent Alexandre, pour ceux qui nous écoutent. Mais qu'est-ce qu'est réellement l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Alors l'intelligence artificielle, c'est un ensemble disparate de logiciels qui essaient d'émuler, d'imiter le fonctionnement de notre cerveau sur des fonctions limitées comme la vision, le mouvement, mais parfois sur la compréhension plus globale de l'intelligence humaine. C'est le cas des nouveaux réseaux de neurones qu'on appelle les LLM, qui ont la particularité de très bien maîtriser le langage humain, c'est-à-dire de le comprendre, de le synthétiser et d'être capable de discuter avec des humains. Jean-Gabriel Ganassia. Pardon. Allez-y, Laurent Alexandre. Le choc des LLM, il a été fort. Quand ChatGPT 3.5 est sorti le 30 novembre 2022, les gens ont été très étonnés de la très bonne maîtrise du langage humain et de la réflexion humaine, même si cette intelligence artificielle n'est absolument pas consciente. Vous voyez, ce que fait GPT-4 en médecine, eh bien, le 29 novembre 2022, la veille de la sortie de ChatGPT 3, je n'imaginais pas qu'une intelligence artificielle puisse faire ça avant 2040, Alors, 2050. Ce qui est important de rappeler, prendre un dossier médical avec de l'argot, du patois, des abréviations et de le transformer en un diagnostic médical, c'est quelque chose qui me semblait nécessiter plusieurs décennies. Aujourd'hui, GPT-4 le fait très bien et cette semaine, on s'est rendu compte, par exemple, qu'un gamin qui avait été vu par les 17 meilleurs spécialistes américains de la douleur et qui n'avait pas fait le diagnostic, sa maman est allée sur GPT-4 qui a fait le diagnostic en 10 secondes. C'est quelque chose qui était impensable
il y a 2 ou 3 ans. Oui, Jean-Gabriel Ganassia, c'est important d'expliquer parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que ChatGPT. On en a beaucoup entendu parler, mais c'est important aussi d'expliquer ce que c'est, ce que ça peut révolutionner aujourd'hui. Alors, d'abord, peut-être précisons ce qu'est l'intelligence artificielle, car ça n'est pas simplement un ensemble disparate de logiciels et ça ne sert pas uniquement à manipuler le cerveau. C'est d'abord une discipline scientifique qui a un certain âge, elle est née en 1956 et son but, c'est de simuler les différentes facultés cognitives. Ça peut être la mémoire, ça peut être la perception, par exemple la reconnaissance des formes, la reconnaissance des visages, la reconnaissance de la parole, ça peut être le raisonnement et ça peut être effectivement le langage. Et dans ces différentes techniques, on a fait des progrès considérables en 67 ans, alors petit à petit, et les derniers progrès sont liés à l'utilisation de ce qu'on appelle les réseaux de neurones formels, qui ont assez peu de rapport avec ce qui se produit dans le cerveau. Ce sont des automates qui sont connectés entre eux, et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est de faire apprendre des automates avec un nombre considérable de connexions entre eux. Ils ont des centaines de milliards de connexions et on les entraîne de différentes façons. On peut les entraîner à générer automatiquement des images. C'est ce qu'on fait avec les réseaux adversariaux, ce qui donne les fake news qu'on connaît aujourd'hui et qui sont impressionnantes. Et puis, la dernière chose, ce sont les modèles de langage qui sont nés en 2017. C'est la société Google qui l'a mis au point avec une notion qui est la notion de transformer. Et d'ailleurs, vous voyez, quand on parle de GPT, le T veut dire transformer. Mais avant GPT, il y a eu en 2019 le premier modèle de langage qui s'appelait BERT. Et il y a des déclinaisons dans différentes langues. Et en français, par exemple, vous avez 2 déclinaisons, Camembert et puis Flaubert. Ouais. Et bon, ces modèles de langage permettent d'améliorer les différentes techniques de traitement de la langue, mais ils sont aussi capables de générer des textes. Et c'est cette génération de textes, donc on a commencé assez tôt, en 2021-22, mais ensuite qui a été mise à profit d'abord par la société Google avec un système qui s'appelait Lambda, mais surtout après par une société de moindre importance qui s'appelle OpenAI, qui a fait ChatGPT et qui a effectivement été à la disposition du grand public, qui lui a permis de prendre conscience de la réalité, de la puissance de ces technologies. Nathan Bonnet, est-ce que l'IA elle est susceptible d'entrer dans tous les secteurs de la vie économique et même tous les secteurs de la vie tout court? Alors, ce qui est certain, c'est que l'intelligence artificielle va très vite, mais qu'elle est en train, enfin c'est une démonstration de manière actuelle, on n'en parlait pas il y a 1 an, et en moins d'1 an, on est capable de le voir son évolution un petit peu partout et dans tous les domaines d'activité. Alors, pour mettre et parler rapidement aussi de ce débat-là qui va sûrement à un moment avoir lieu autour de cette table ce soir, elle remplacera sûrement jamais l'être humain ou ce genre de choses à proprement parler. Par contre, ça risque d'être un puissant outil décisionnel qui va nous aider dans beaucoup des cheminements intellectuels que l'on a dans notre prise de décision. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui elle peut être autonome, par exemple? Dans certains domaines, oui, elle peut être autonome. Sur quoi, par exemple? Par exemple, quand on prend par exemple des cas juridiques, j'ai un ami à moi, il a monté une start-up qui s'appelle Good Legal, et en fait, vous êtes capable de prendre n'importe quel fichier juridique, de les envoyer, et on vous envoie des synthèses plus complètes que ce que vous auriez pu faire, et puis elle les automatise et est capable à chaque fois de les changer pour qu'on ne puisse pas avoir à chaque fois le même rendu. Ça peut carrément vous faire une plaidoirie, quoi. Oui, mais c'est quand même... En tout cas, ça peut vous aider à la rédiger. Non, mais quand je dis autonome, elle ne fera rien toute seule, c'est-à-dire que c'est la main de l'homme qui, de toute façon. Non, effectivement. Laurent Alexandre. Non, ce n'est pas ce qu'on appelle parfois une intelligence artificielle forte, autonome, avec un agenda propre. C'est ce que les anglo-saxons appellent l'agentivité. Et nous ne sommes pas dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle ne peut pas tout d'un coup décider de travailler de son propre chef. On peut créer des agents qui ont une certaine autonomie, et qui utilisent souvent ChatGPT, mais ce ne sont pas des agents qui vont tout seuls décider de lancer un programme de recherche sur le cancer. On va leur demander d'effectuer un certain nombre de tâches et ils vont avoir une certaine autonomie, mais l'objectif premier, l'agenda premier a été donné par le cerveau humain. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de volition, de volonté propre de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il y a un débat très fort sur ce sujet. On a pu démontrer qu'il n'y a aucune conscience et aucune volonté propre dans ChatGPT, mais les chercheurs
n'exclut pas que dans les décennies, les siècles qui viennent, on puisse avoir des réseaux de neurones qui acquièrent une conscience artificielle. Mais c'est une possibilité, ça n'est absolument pas une certitude aujourd'hui. En tout cas, dans quelques instants, on reviendra sur l'intelligence artificielle qui révolutionne forcément les filières, l'emploi en général, avec des jobs qui existent aujourd'hui qui n'existeront pas, enfin et vice versa. Ça révolutionne un petit peu ce côté professionnel. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Vous voulez réagir? C'est clair, c'est le numéro de téléphone, c'est facile, 0826 300 300, et c'est pas une intelligence artificielle, c'est bien Aude qui va vous répondre. Qui sera là. C'est très bien comme ça. À tout de suite. Les voix responsables, on parle de l'intelligence artificielle, cette intelligence qui révolutionne forcément de manière significative divers secteurs professionnels, modifiant forcément les méthodes de travail et les exigences aussi professionnelles. Et on en parle avec nos invités, Laurent Alexandre, médecin et essayiste et auteur de ses livres, La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine, et La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, les deux publiés chez Jean-Claude Lattès et Jean-Gabriel Ganassia, professeur de la faculté des sciences de la Sorbonne Université, chercheur au laboratoire d'informatique Paris 6, et ce livre que vous sortez aussi, Jean-Gabriel. Servitude virtuelle. Ah oui, c'est exactement ça. Et Nathan Bonnet qui est avec nous, fondateur de Polymia, la première intelligence artificielle de correction de la prise de parole en public. Nous avons un invité ce soir au 0826 300 300. Philippe. Oui, c'est Frédéric Guyonnet, président du syndicat national des banques CFE-CGC. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors, vous merci dans la banque, merci d'être avec nous. Vous dans la banque, quelles vont être les conséquences de l'IA? Est-ce qu'il n'y en a pas déjà? Tiens, parce que c'est une entreprise de veille de médiatique qui a supprimé 217 emplois sur 380. Est-ce que vous dans les banques vous êtes déjà touché, ou est-ce que vous allez être touché? Et si oui, sur quel poste? Alors déjà, le secteur bancaire a été l'un des premiers secteurs à utiliser l'intelligence artificielle en France. Watson, l'intelligence artificielle du Crédit Mutuel, est arrivée en 2017. Alors en 2017, quand l'intelligence artificielle est arrivée au Crédit Mutuel, on annonçait la suppression de 2500 postes. Aujourd'hui, 6 ans après, on constate quoi? Les 20 000 conseillers clientèle qui utilisent l'intelligence artificielle Watson ont gagné 3 minutes de travail par jour. Donc pour l'instant, c'est pas une réussite. Alors après, il y a les banques en ligne qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle, type Orange Bank. Chez Orange Bank, ce qu'on appelle les chatbots en guise de conseiller de clients, c'est ça? Exactement, est capable de traiter environ 24 000 mails par semaine. Voilà. Alors, sur quel métier on a impacté? Ça va être sur la gestion d'actifs, puisque au niveau des assurances vie, beaucoup de pilotage d'assurance vie au niveau des actifs et des fonds sont pilotés par des intelligences artificielles. Donc ils viennent plutôt aider l'humain. Pour l'instant, ils ne le remplacent pas. Oui. D'accord. J'ai l'impression que vous hochez de la tête, Nathan Bonnet, sur ce qui est dit. On ne les remplace pas. Je vais revenir avant vous avec Laurent Alexandre. Il y a quelques années, Laurent Alexandre, vous disiez que forcément plein d'emplois allaient disparaître et qu'on ne se rendrait pas compte du nombre d'emplois qui aujourd'hui existent et qui n'existeront plus en 2040. On en est où aujourd'hui ? Alors moi, je suis un choupétérien, je suis un libéral. Je pense que la technologie crée énormément d'emplois. Il y avait 29 000 porteurs d'eau en France en 1793. Il n'y a plus de porteurs d'eau, mais il y a beaucoup plus de gens que 29 000 personnes qui distribuent l'eau, qui épurent l'eau. Donc je pense que l'intelligence artificielle va générer un nombre absolument colossal d'emplois. Mais il va y avoir des transformations d'emplois. Alors je voudrais mettre en garde vos auditeurs. On a parlé de Watson dans la banque. Watson est un flop énorme. IBM a un retard en intelligence artificielle absolument considérable, a eu des problèmes avec des clients parce que, notamment en médecine, Watson était tellement mauvais que ça a été très problématique chez certains clients hospitaliers américains. Donc, si on veut parler des conséquences sur l'emploi de l'IA, il ne faut pas parler de Watson parce que Watson, c'est un flop et c'est vraiment un mauvais produit qui a échoué dans la quasi-totalité de ces domaines d'utilisation. Donc attention, l'IA, ce n'est pas Watson. Il y a des IA qui vont avoir un impact important dans le monde du travail. Il faudrait faire attention à ne pas prendre des canards boiteux comme exemple, parce que sinon on va pas s'y retrouver. Attendez, on va donner la parole à Jean-Gabriel Ganassia, parce qu'on le voit rire. On voit rire et élémentaire, mon cher Watson, on allait dire, Jean-Gabriel Ganassia.
Watson est un programme qui a été extrêmement impressionnant. Il a gagné. C'est un jeu public. C'est un des premiers programmes qui était capable de répondre à des questions en langage naturel. Alors ensuite, il a été utilisé effectivement dans différents domaines, dont la médecine et dont la banque, avec peut-être des erreurs. Mais dans le domaine de la banque, et plus généralement dans le domaine des technologies financières, il y a énormément d'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, pour la gestion des actifs, dans le domaine des assurances, pour l'anticipation des risques, pour essayer d'évaluer la capacité, la solvabilité des clients dans le domaine de la banque. Donc, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Est-ce on peut faire confiance à cette intelligence artificielle ? Parce que est-ce qu'elle est capable de discerner le vrai du faux ? Alors ça c'est une autre question. L'intelligence artificielle telle que... Oui, mais justement dans l'assurance, dans l'appréciation de l'assurance justement, est-ce qu'on est capable de discerner et est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire ce que fait l'humain ? Si elle est structurée derrière par un humain avec une bonne méthode, c'est à peu près certain qu'elle est capable de le faire, oui. D'accord. En tout cas, elle aide l'humain à prendre des décisions, à anticiper les conséquences d'un certain nombre de situations, à interpréter des signes. Bien sûr, si on est dans des situations un peu catastrophiques, à ce moment-là, elle a des difficultés. Vous voyez, ce qui est problématique dans le secteur financier, ce sont les crises. Mais les crises sont ponctuelles. Entre les crises, les outils d'intelligence artificielle rendent des services considérables. Et ils ont beaucoup modifié l'activité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va mettre tous les banquiers au chômage. Au contraire, souvent on se rend compte que l'intelligence artificielle peut aider un certain nombre de personnes dans leur activité professionnelle. Et donc, on ne supprime pas des emplois, mais on transforme des métiers. Et ça, c'est un enjeu majeur dont je pense que nous allons parler ce soir, car ceux qui n'auront pas été capables de prendre le tournant de l'intelligence artificielle risquent d'avoir des difficultés à exercer leur activité. Frédéric Guyonnet veut réagir. Oui, alors je partage ce qui est dit par rapport à Watson. Effectivement, Watson n'est pas au rendez-vous. Il y a aussi l'intelligence artificielle est très utile dans le secteur bancaire, notamment contre pour lutter contre la fraude. Alors il y a une recrudescence de fraude. Il n'y en avait pas autant il y a quelques années. Donc on ne peut pas dire que ça remplace des emplois, puisqu'au contraire, l'intelligence artificielle vient aider, là encore une fois, les banques à lutter contre la fraude avec des algorithmes pour trouver plus facilement les systèmes de fraude. Alors sur la gestion d'actifs, par rapport au fait qu'il puisse y avoir des erreurs, l'intelligence artificielle fonctionne tant qu'on est dans un cycle qui est normal. Dès qu'il y a des événements extérieurs qui viennent perturber un cycle normal, l'intelligence artificielle n'est pas capable de réagir, et là on a besoin de l'homme en fait. Donc l'intelligence artificielle est très intéressante quand on est sur quelque chose de récurrent, qui revient, etc. Dès qu'il y a des imprévus, c'est pas bon. Un mot, oui, court, parce qu'après on doit faire la pub. Non, alors pour un mot là-dessus aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que la force que Watson n'avait pas réussi à faire, qui est quand même une bonne intelligence artificielle, c'est qu'en fait, ce qu'elle n'a pas réussi à faire, mais ce que ChatGPT est en train de faire en un an, c'est qu'en fait, elle a démocratisé tout ça et qu'elle permet maintenant à n'importe qui seul de pouvoir créer des outils de manière très rapide. Donc en fait, c'est pas que ça va créer de nouveaux emplois, mais surtout ça va créer de l'autonomie pour n'importe qui a envie de travailler seul aussi. Et ça, franchement, c'est quand même un pas vers l'avant pour nos sociétés intéressant, je pense. Frédéric Guyonnet, vous devez nous laisser parce que vous avez un avion à prendre. On vous remercie beaucoup. Si vous avez une intelligence artificielle qui est capable de prendre de l'argent, même sur le compte de Cécile de Ménibus ou de nos invités, pour l'envoyer sur le mien, je vous envoie mon RIB, il n'y a pas de problème. Et ou l'inverse, bien entendu. On n'en est pas là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et va se poser forcément la question de cette formation de gérer cette intelligence artificielle qui, j'imagine, chaque jour, elle se forme et il faut avancer aussi vite qu'elle. Et ça, je pense que ça va être un souci. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Restez avec nous, c'est Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David et on vous parle effectivement de cette intelligence artificielle. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables.
Les vraies voix responsables, et c'est une responsabilité de l'intelligence artificielle qui redéfinit forcément notre façon de travailler. Va-t-il falloir que nous nous reformions et à quelle vitesse? Parce que forcément en face de nous cette intelligence artificielle est ultra rapide. On en parle avec Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université et chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6, et puis avec Laurent Alexandre. De servitude virtuelle. On rappelle son livre. Voilà. Et puis Laurent Alexandre, médecin et essayiste et auteur de plein de livres. On en a parlé, mais on les redira à la fin. Et Nathan Bonnet, qui est fondateur de Polymia, la première intelligence artificielle de correction et la prise de parole en public. Laurent Alexandre, le problème, c'est ce que je disais, c'est forcément la formation de l'humain face à cette intelligence artificielle qui, elle, accélère beaucoup plus rapidement que nous. Oui. Le fait nouveau, il est vraiment autour de ChatGPT et de ses équivalents. Oui. Il y a un fossé entre les intelligences artificielles anciennes et puis les nouvelles intelligences artificielles, qu'on appelle les LLM, comme GPT-4. En médecine, par exemple, on est face à une révolution. C'est-à-dire que le médecin ne va pas pouvoir travailler sans intelligence artificielle dans les années qui viennent pour faire des diagnostics. D'abord parce qu'il y a trop de connaissances médicales et qu'un cerveau humain, le cerveau du médecin, ne peut pas connaître toute la médecine. Oui. Moi, j'ai calculé, pour l'écriture de mon dernier livre, je me suis attelé à essayer de déterminer quel pourcentage de la médecine je connaissais. Je connais environ 1/1000e du savoir médical et biologique qui existe sur Terre. 1/1000e. Et vous êtes urologue. Vous voyez bien. Vous voyez bien, oui, enfin c'est pas une insulte. Non, mais pas du tout, mais c'est que vous êtes un médecin très qualifié, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, non, je plaisantais. Vous voyez bien que un médecin ne peut pas connaître la totalité de la médecine, puisque moi qui fais beaucoup d'efforts pour me former et qui travaille quand même beaucoup, je ne connais qu'1/1000e de la médecine et j'estime que dans quelques années, je connaîtrais 1/1000e de la médecine. Le savoir biologique qui double tous les 72 jours. Oui, mais là, je vous pose une question, Laurent Alexandre. C'est qu'à quel moment l'humain, aussi qualifié soit-il dans son expertise comme vous, est capable de déterminer si le diagnostic proposé par l'intelligence artificielle est la bonne ou pas? C'est ça aussi. Mais il va falloir, un cerveau humain ne pourra pas le déterminer tout seul. Ah ben voilà. Il faudra faire des essais cliniques pour le déterminer. Parce que si vous prenez par exemple un diagnostic génétique, oui. Google vient de sortir une nouvelle intelligence artificielle pour analyser notre ADN. Notre ADN, ça représente en données brutes 20 000 milliards de données. Aucun médecin sur Terre n'est capable d'analyser 20 000 milliards de données pendant une consultation médicale, ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. Donc le médecin, il peut faire ce qu'il veut. Il ne pourra jamais analyser 20 000 milliards de données pendant une consultation. Donc il faudra faire confiance. Il faudra faire confiance et il faudra faire des études pour comparer le diagnostic des médecins et le diagnostic de l'IA et bien vérifier que l'IA est supérieure ou égale au médecin quand on se fie à elle. Mais il ne sera pas possible spontanément et facilement de juger ce que fait l'IA parce que l'IA traite beaucoup trop de données. C'est comme un pilote d'avion. Dans un avion aujourd'hui, les capteurs réalisent des milliards et des milliards, des milliers de milliards de données sur l'état de l'avion. Les pilotes ne peuvent pas traiter des milliers de milliards de données. Il faut bien faire confiance à l'avion. En médecine, ce sera la même chose. Donc, il va falloir que nous réorganisions la façon dont nous travaillons dans plein de domaines. La médecine n'est qu'un exemple. Je vous rappelle que GPT-4 réussit mieux que les neurochirurgiens l'examen pour être qualifié en neurochirurgie aux États-Unis, mieux que les avocats, l'examen du board américain pour être avocat. C'est la même chose dans plein de domaines. Donc nous avons une intelligence artificielle qui nous challenge. Je ne crois pas du tout que nous allons disparaître. Je ne crois pas du tout en tant que médecin que je vais partir à la retraite demain matin. En revanche, il va falloir que l'on travaille en synergie avec l'intelligence artificielle. Main dans la main. Parce que l'intelligence artificielle, dans pas mal de domaines, va faire que mieux que nous dans beaucoup de métiers. Jean-Gabriel Ganassia, on entend ça. L'intelligence artificielle fait mieux que les neurochirurgiens, fait mieux que les avocats. Maintenant, il y a une peur dans les entreprises, le phobo, la peur de devenir obsolète. Là, c'est même des médecins, des avocats, donc des gens très qualifiés qui sont obsolètes. Est-ce que toute l'espèce humaine ne va pas finir par être obsolète et que Einstein, s'il était encore vivant, deviendrait lui aussi obsolète?
Alors, je comprends tout à fait l'enthousiasme de Laurent Alexandre, mais il faut essayer de prendre un peu de recul. Ça fait longtemps que les machines font mieux que nous. Elles font des additions et des multiplications beaucoup mieux que nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première machine à calculer a été faite par Blaise Pascal il y a pratiquement 400 ans. Les ordinateurs font des multiplications bien mieux que nous. Et dans le domaine médical, on fait des analyses médicales de façon automatique. Dans le domaine aéronautique, avant ChatGPT, on a bien sûr traité énormément de données. Mais effectivement, il y a des étapes et il y a des avancées considérables. Mais il faut quand même modérer l'enthousiasme, parce que, par exemple, Laurent Alexandre parle de cet examen qui a été passé par la machine ChatGPT au barreau américain, mais il y a un autre article qui a paru, qui a essayé de relativiser tout à fait ces résultats en disant, bon, écoutez, c'est un article d'Éric Martinez, je peux vous l'envoyer aux auditeurs s'ils le souhaitent. Il dit, mais en fait, ça n'est qu'un examen et c'est pas un examen majeur. Donc ça ne veut pas dire que les machines vont être meilleures que les avocats. Mais effectivement, je crois que toutes les professions sont transformées. Et les avocats, bien sûr, peuvent utiliser ChatGPT. Aujourd'hui, ils l'utilisent beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça les remplace. Ça veut dire que ça les aide. On a d'autres... Upgrader, en fait, upgrader. Et en particulier vous, les journalistes, qui peuvent utiliser éventuellement ces outils. Mais moi, je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Je dirais l'inverse. Je pense que c'est la grande chance des journalistes aujourd'hui d'avoir des agents conversationnels, parce que il y a énormément de fausses nouvelles qui vont être générées toute la journée. Et justement, le vrai métier du journaliste, ça va être de confronter les sources et de détecter ce qui est vrai et de les distinguer de ce qui est faux. Donc je pense que c'est la chance pour un certain nombre de professions intellectuelles, contrairement à ce que l'on dit. Nathan Bonnet. Et exactement, pour répéter en plus la dernière phrase qu'il vient de citer, c'est vrai que ce sont les métiers intellectuels qui vont être le plus touchés, ce qui n'est pas si mal aussi d'une certaine manière, parce qu'il y aura peut-être une revalorisation aussi de tous les métiers qui sont manuels, qui depuis quelques années quand même se sont... Enfin les métiers automatiques de répétition, je pense qu'ils vont être aussi... Il y a de l'intelligence artificielle déjà dans les machines, même dans les processus de commande de certains produits ou ce genre de choses. Vous diriez que l'IA va être au col blanc, ce que la robotisation était au col bleu, Nathan Bonnet? C'est un petit peu aussi ce qui se dit actuellement, et je pense qu'on y tend d'une certaine manière. En tout cas, vu que l'IA générative est capable de refaire mieux que nous certains de discours ou certains articles qu'on doit écrire, qui avant prenaient du travail, par contre elle ne sera pas capable de faire notre baguette, en tout cas pas de cette manière-là. Donc je pense aussi que ça va remettre aussi un petit peu d'ordre sur certaines choses. On était quand même vraiment parti loin dans le monde de l'entreprise. On est parti avec des boulots à tout va, avec des postes pour beaucoup de choses. Peut-être aussi qu'on va réussir à centraliser les missions sur certaines personnes avec juste des outils. Ça va créer surtout d'autres modèles économiques, et je pense qu'il ne faut pas être pessimiste sur le fait que ça va apporter plus de bien que de mal au final. Oui, mais quand Jean-Gabriel Ganassia a dit que effectivement le rôle des journalistes, par exemple, ce sera d'aller chercher la bonne et la fausse information, c'est compliqué en fait. C'est-à-dire que dans un univers où on a de la deepfake, c'est-à-dire qu'on est capable de faire dire à quelqu'un avec son visage, sa voix et voilà n'importe quoi, ça va être difficile, ça va prendre du temps, ça va. Donc est-ce que finalement le temps ne va pas être notre meilleur ennemi? Pour certains boulots comme le journalisme, au fond, je pense que oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la première chose que j'ai dit l'année dernière à mes étudiants en journalisme. Je leur ai dit, vous devriez prendre vite en possession les outils comme ceux de ChatGPT, parce que d'une certaine manière, ils seront plus rapides et plus efficaces que vous, même dans le traitement de données. Donc, c'est des outils maintenant dans lesquels vous avez, à mon avis, une obligation de contrainte. Et vous restez avec nous. Moi, on m'a montré un deepfake, a priori c'était Cécile de Ménibus qui disait Philippe David est un crétin. C'était bien une intelligence artificielle qui vous avait piraté, non? Non, c'était vraiment moi. Voilà. C'était une vraie vidéo. Elle a fait le tour de TikTok. Non, jamais j'aurais dit ça. Vous restez avec nous dans un instant. Un sujet important, forcément, ça lève des questions sur l'éthique. Forcément, est-ce qu'une intelligence artificielle est éthique ou pas? En tout cas, on en parle avec nos invités qui ont forcément des réponses passionnantes à nous donner. Allez, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. Et les vraies voix responsables ce soir s'intéressent à l'intelligence artificielle et avec des interlocuteurs passionnants. Et on vous remercie beaucoup, messieurs. Laurent Alexandre, médecin et essayiste, auteur de beaucoup de livres qu'on révélera après à la fin de l'émission. Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de la Sorbonne Université et chercheur au laboratoire d'informatique de Paris 6. Et Nathan Bonnet, fondateur de Polymia, la première intelligence artificielle de correction de la prise de parole publique et directeur de l'Observatoire IA et éthique chez
Sapiens. La question se posait en teasing Laurent Alexandre sur l'éthique finalement de l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi un sujet important dont on parle depuis finalement l'utilisation des données et comment gérer ce problème c'est un monde entier en fait, c'est un sommet énorme, Laurent Alexandre. Alors on a plein de problèmes éthiques. D'abord, l'origine, le tri, l'organisation des données avec lesquelles on a éduqué l'intelligence artificielle vont modifier le comportement de l'intelligence artificielle. Et d'autre part, on peut mettre des filtres. C'est-à-dire on peut rendre une intelligence artificielle plus ou moins woke. Avec Olivier Babot, nous avions même écrit un papier dans le Figaro, ChatGPT ou la Pravda 2.0. Oui, donc la façon dont on éduque les intelligences artificielles modifie leur comportement. Xi Jinping en Chine a exigé que les équivalents chinois de ChatGPT soient éduqués avec des données uniquement chinoises pour être certain que ces intelligences artificielles, même made in China, seraient conformes à l'idéologie du Parti communiste chinois et respecteraient la vision que lui, Xi Jinping, veut donner à l'intelligence artificielle. Donc les problématiques, ils sont considérables. L'éducation de l'intelligence artificielle, la façon dont elle est organisée, va modifier son comportement au travers notamment de ces paramètres qui sont la façon qui lui permettent de se représenter le monde, puisque l'intelligence artificielle se représente le monde sous forme de paramètres qui sont des espèces de milliards de petits vecteurs qui lui permettent de comprendre la complexité du monde. Donc l'éthique, la gouvernance, l'organisation de l'intelligence artificielle, ça va être un vrai problème, mais je ne voudrais pas que le lecteur ait l'impression que l'intelligence artificielle ne va pas bousculer le marché du travail. Parce qu'une étude récente, là, a montré que l'intelligence artificielle GPT-4 écrabouillait les marketeurs sur la façon de trouver des idées nouvelles. On a pris les étudiants du MBA de Wharton, qui est l'un des 3 ou 4 meilleurs MBA au monde, et on les a comparés à GPT-4 pour émettre des idées business, des idées marketing innovantes. GPT-4 a écrabouillé ces étudiants qui sont parmi les plus brillants au monde en business. Donc il ne faut pas se tromper, on va être très fortement challengé en matière d'intelligence artificielle. Il n'y a pas que des problèmes éthiques, il y a aussi des vrais problèmes économiques, éducatifs et d'organisation du monde du travail. Et peut-être qu'il faut peut-être, avant de s'occuper d'éthique, s'occuper d'adapter les travailleurs français au monde qui vient. Jean-Gabriel Ganassia, justement, on a parlé de l'IA version californienne ou version de Xi Jinping. Vous travaillez en laboratoire en France. Est-ce que, où on en est, où tient-nous la France en termes d'IA par rapport aux Américains, aux Chinois, etc. Ouais, il faut d'abord dire que la France a joué un rôle très important. Vous savez que ce qu'on appelle l'apprentissage profond a été fait par quelqu'un qui s'appelle Niall Lequin, qui a passé sa thèse dans mon université et qui ensuite est allé travailler au Bell Labs. Donc on a beaucoup de grands chercheurs en France. Alors malheureusement, du fait qu'il n'y a pas de grande société de l'Internet en France et en Europe, on a du mal à les retenir. Mais on a des laboratoires de qualité. Puis il y a beaucoup de start-up qui se trouvent en France. Malheureusement, là encore, souvent, elles sont rachetées par des sociétés américaines. Donc c'est vraiment un problème économique, un problème politique majeur. Les questions éthiques, alors je crois qu'il est important de le rappeler, c'est qu'elles sont relatives à toute la société. Et donc, bien sûr, les questions économiques majeures, elles ont aussi une dimension éthique centrale aujourd'hui. Alors, puisque vous parlez de la recherche, dans notre laboratoire, justement, on travaille sur ce qu'on appelle l'éthique computationnelle, c'est-à-dire la façon d'encoder des règles éthiques à l'intérieur des outils d'intelligence artificielle afin de faire des machines qui ne sont pas éthiques en sens. Vous voyez, si on prend la distinction d'un philosophe allemand très classique entre agir par devoir et conformément au devoir, la machine n'agit pas par devoir parce qu'elle n'a pas de conscience, mais en revanche, on fait en sorte qu'elle agisse conformément à un certain nombre de règles éthiques pour éviter toutes sortes de dérives possibles. Et donc c'est ça, je crois, qui constitue les enjeux majeurs pour le futur, pour qu'on ait des machines qui ne contreviennent pas à toutes les règles que l'on connaît, qui sont les règles des droits
de l'homme, etc., etc. Nathan Bonnet, vous qui travaillez également dans la création d'IA. Alors actuellement, il existe un prototype simple qu'on est en train de mettre en place, nous actuellement chez Polycube. On est le premier incubateur à le faire et on comprenait pas pourquoi personne d'autre l'avait fait. En fait, c'était simplement de prendre nous-mêmes en fait nos propres ordinateurs de stockage pour pouvoir en fait faire entraîner nos propres modèles en fait open source comme celui de Llama, comme ce qu'a prévu de faire Mistral AI ou ce genre de choses, pour pouvoir en fait commencer à être indépendant et commencer à pouvoir nous-mêmes aussi savoir faire le tri sur les données qu'on peut trier, qu'on doit régulariser et commencer à comprendre aussi ses limites pour pouvoir y travailler de manière plus profonde. Le gros problème de tout ça, c'est qu'on aurait pu être en avance sur tous ces sujets-là, parce qu'en fait 25% des personnes qui ont créé ChatGPT, c'était des Français qui sont partis chez OpenAI. Donc déjà cette hémorragie aussi, on aurait peut-être pu la calmer il y a des années et des années. La fuite des cerveaux. Voilà, c'est ça. On n'a pas réussi à les garder. Peut-être aussi parce que on n'avait pas de vision sur ce genre de sujet. Mais actuellement, si on veut pouvoir parler d'éthique et de manière concrète, c'est-à-dire avec une solution, je pense qu'il faut commencer à héberger nos données de manière souveraine ici pour pouvoir commencer à travailler petit à petit sur la manière dont on doit régulariser tout ça. C'est ce que nous, on est en train d'essayer de faire. En tout cas, ce qu'on va réussir à faire, parce qu'il faut le faire. Quand vous dites nous, c'est quoi? C'est le gouvernement français? Non, nous, c'est à notre simple échelle. Non, mais on devrait faire, vous dites... Moi, oui, je pense. Oui, au fond, je pense. C'est pas très libéraliste au fond, mais je pense qu'on devrait aussi peut-être, penser à faire des IA souveraines, ce genre de choses. On peut la réguler de manière juridique, par exemple? C'est très très dur, là. Je pense pour l'instant, on n'y est pas, là. Ouais, voilà. Je pense que c'est impossible. Oui. Je crois que Jean-Gabriel Ganassia. Je ne veux pas mentionner les projets de régulation qui ont été lancés au plan européen. Vous vous souvenez, la Commission européenne a écrit une loi qu'elle a sortie en juin 2022. Ensuite, le Parlement s'en est saisi et il a voté cette loi sur laquelle il a fait 3000 amendements. Il a voté en juin 2022. Et ensuite, le Conseil des ministres s'est opposé à cette loi parce qu'il s'inquiète des obstacles extrêmement forts qu'il y a sur le développement de l'intelligence artificielle. Alors moi, j'ai lu en détail ce règlement. Il est d'abord très touffu, extrêmement compliqué, mais surtout, ce qui est problématique, c'est qu'il se fonde sur la notion de risque. Alors l'intelligence artificielle, avant d'être des risques, sont des opportunités. Alors, exactement. Parmi les risques, il y a des choses incroyables. Par exemple, il y a des risques qui sont considérés comme étant excessifs et donc on ne doit pas développer un certain nombre de choses. Alors, parmi ces risques, il y a les systèmes de notation. Alors là, bien sûr, 30 secondes. Que l'on ait peur, mais si on interdit les systèmes de notation, je le dis brièvement, on va interdire le permis de conduire à points. Alors, il me semble que ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, et donc il faut se méfier. Pourtant, il y a de l'intelligence artificielle dans le permis de conduire à points. Laurent Alexandre, le mot de la fin, vous avez 30 secondes. Je pense qu'en Europe, nous n'avons que des nains en intelligence artificielle, même si nous avons des bons chercheurs. Il est aujourd'hui fondamental qu'on investisse massivement parce que nous sommes vraiment écrabouillés par les géants du numérique de la Silicon Valley qui valent, comme vous le savez, des milliers de milliards en bourse, alors que nous n'avons que des sympathiques start-up. Il y a un énorme travail à faire pour rattraper notre retard. Nathan Bonnet n'acquiesce pas. Au fond, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que Laurent Alexandre dit. On a manqué sûrement de moyens à ce niveau-là. Mais par contre, pour reprendre sur la notation, parce que ça pourrait être aussi mon mot de la fin, c'est que je pense que ça va être super, parce que ça va permettre aussi aux profs, et on n'en a pas parlé dans l'éducation, de pouvoir se soulager aussi de la notation qui obstruait, à mon avis aussi, beaucoup de la compétence du prof. Et donc, peut-être qu'on aura enfin place à la pédagogie. En tout cas, il y avait tellement de choses à dire. Merci mille fois, Laurent Alexandre, médecin essayiste, auteur des livres La guerre des intelligence artificielle versus intelligence humaine et la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, les deux publiés chez Jean-Claude Lattès. Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de la Sorbonne Université et chercheur au LIPSIS, laboratoire d'informatique de Paris 6 et auteur de Servitude virtuelle. Et Nathan Bonnet, fondateur de Polymia, la première intelligence artificielle de correction à la prise de parole en public, directeur de l'Observatoire IA et éthique chez Sapiens et gérant de l'incubateur Polycube spécialisé dans la start-up de l'IA. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Vous nous avez passionnés, messieurs. Vous restez avec nous. Sud Radio, ça continue. Dans un instant, on parle rugby. Oui, on parle rugby avec Alexandre Priam à la veille du match des Bleus contre la Namibie. Nous, on se retrouve à 17h. Demain. Mais on vous retrouve tout de suite dans Sud Radio à votre service. Salut, à demain. Merci à notre équipe.